Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre débat chaque soir 19h30 en direct. Vous connaissez notre rendez-vous 23h30 et à revoir sans modération sur notre site lcp.fr. La recomposition, eh bien, elle a lieu à droite, elle a lieu à gauche. On va en parler ce soir. Ça passe notamment par la rue de Solferino, le siège du Parti Socialiste, enfin le feu siège du Parti Socialiste parce qu'il est vendu. On va bien sûr parler ce soir du PS. On va revenir sur ce mouvement. Il vient d'être créé, Génération, monté et créé par Benoît Hamon. On va bien sûr revenir sur cette volonté de prendre ses distances avec le Parti Socialiste. Il revendique 42 000 membres. Il a presque dépassé peut-être le nombre d'adhérents du PS. On va parler évidemment de sa plateforme, son idéologie, démocratie, écologie et justice sociale. Voilà ce que dit Benoît Hamon et il veut construire ce vaste mouvement avec les écologistes. Il y avait notamment Cécile Duflot et des représentants de la France insoumise au Mans. La question ce soir évidemment c'est derrière ceux qui briguent le poste de premier secrétaire, c'est qui sera le centre de gravité de la gauche, évidemment. Est-ce que c'est le Parti Socialiste refondé, la France Insoumise, ou le mouvement Génération emmené par Benoît Hamon? On va faire le point ce soir, bien sûr. Et puis on parlera des socialistes qui sont divisés, parce que vous l'avez vu, et il était sur notre plateau, Olivier Dussopt, député de la Nouvelle Gauche socialiste, est devenu ministre dans le gouvernement d'Édouard Philippe. C'était un socialiste de la Nouvelle Gauche, et il n'avait pas voté le budget. C'est évidemment très compliqué en ce moment, à gauche, et notamment au PS. On fait le point ce soir avec mes invités pour tenter d'y voir plus clair. Jean-Pierre Sueur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes sénateur socialiste du Loiret. Je précise qu'il n'a rien à voir avec notre sujet, que vous avez été le rapporteur d'une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Vous vous définissez comme un social-démocrate réformiste, c'est ça ? Oui, très socialiste, parce que le socialisme a été très bien incarné par des personnes comme Michel Rocard, Jacques Delors, Pierre Bérégovoy. Vous voyez, non, mais ce sont des points d'ancrage. François Mitterrand, tous 30 ans en arrière pour refonder. Oui, mais on peut parler de Jean Jaurès, si vous voulez. Merci d'être là. Barbara Romagnan, bonsoir. Ancienne députée, vous êtes souvent venue sur le plateau de Ça vous regarde. Ancienne députée. Souvent invitée, je vous remercie. Merci, et merci de revenir nous revoir. Ancienne députée du Doubs socialiste, à l'époque, on appelait le PS le PS. Vous êtes adhérente au mouvement Génération. Vous êtes une militante de la première heure aux côtés de Benoît Hamon, parce que vous étiez déjà dans son mouvement M17, c'est bien cela. Et là, vous le suivez évidemment dans ce mouvement. On vous écoutera évidemment dans quelques instants sur votre refondation à vous, parce que vous avez déchiré, ou en tout cas rendu votre carte du PS. Et j'étais rapporteur aussi d'une commission d'enquête, pas la même que Jean-Pierre, mais sur la réduction du temps de travail. Du temps de travail, qui est un sujet important, évidemment. Avec nous, Emmanuel Morel, bonsoir. Bonsoir. Député européen socialiste. On dit socialiste encore, on dit député européen socialiste. Socialiste. On est perdu. Ça va. Parce que ici, à l'Assemblée, c'est Nouvelle Gauche. Moi, je suis pas perdu. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes membre du bureau national du PS. On verra, vous, le regard que vous portez sur cette refondation. Faut-il la faire de l'extérieur ou de l'intérieur du PS? On évoque votre nom, on le verra dans quelques instants, peut-être comme un des candidats à ce poste de premier secrétaire, parce que, évidemment, les noms font rage dans la presse. Merci d'être avec nous. Christophe Prochasson, bonsoir. Historien et président de l'école des hautes études en sciences sociales, l'EHESS, spécialiste de l'histoire politique, de l'histoire contemporaine. Merci d'être avec nous. Les grandes dates de la République, on va les revoir puisqu'on a commencé avec Jaurès. C'est sorti chez Dalloz en janvier 2017. Voilà, on voit votre livre de 1792 à nos jours. Commençons d'abord, je dirais, on va parler de la refondation, mais on va évidemment découvrir les visages, puisqu'on parle beaucoup de ce Parti Socialiste, du plan social, des salariés, parce qu'évidemment c'est compliqué en ce moment au Parti Socialiste, et puis la vente de ce siège, et puis des visages qui apparaissent. Alors, beaucoup de rumeurs, une certitude, c'est Luc Carvounas, vous allez le voir tout de suite sur ces images. Voilà. Alors lui, il est officiellement candidat à ce poste de premier secrétaire. Il veut rassembler tout le monde, député de l'Essonne. C'était un proche de Manuel Valls. Stéphane Le Foll, évidemment un proche de François Hollande. Il était ministre de l'Agriculture. Alors ce n'est pas encore officiel, mais on dit qu'il le serait. Et puis Najat Vallaud-Belkacem, là aussi, rumeur, mais très persistante, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Et puis vous voyez Rachid Temal, l'actuel coordinateur du PS, enfin qui gère, puisqu'il n'y a pas de premier secrétaire, évidemment dans cette direction collégiale. Emmanuel Morel, je vous pose la question, puisque peut-être vous allez pouvoir y répondre ce soir. On ne nous a pas mis dans la galerie de portraits, mais c'est vrai que votre nom
circulent. Est-ce que vous dites ce soir, oui, j'ai envie d'être premier secrétaire pour refonder ce Parti socialiste de l'intérieur? Mais mon nom circule parce que j'ai déjà été candidat au poste de premier secrétaire. C'était au tout début du quinquennat de François Hollande, en 2012, et j'avais réalisé 30% des voix, ce qui avait été un peu une surprise, en proposant un autre chemin à l'époque. Mais je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. Un congrès du Parti socialiste, c'est pas des primaires. On ne choisit pas un candidat ou une candidate à la présidentielle. On choisit de préférence une ligne, une stratégie, des alliances et une équipe. Donc un congrès, normalement, du Parti socialiste, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et s'intéresser tout de suite aux personnalités. Là, vous en avez mis 4, qui... D'ailleurs, on pense beaucoup de choses en commun, en vérité. Hein. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quelles sont leurs propositions pour relever le Parti socialiste. À supposer que le Parti socialiste mérite d'être relevé. Moi, vous pensez qu'il mérite d'être relevé? Bien sûr. C'est pas l'avis de tout le monde. Hein. Non, mais c'est pour ça que c'est d'ailleurs le thème de votre émission. C'est ça. Moi, je pense non seulement qu'il le mérite, mais surtout, je pense qu'il y a que le socialisme continue à avoir une utilité historique. Et il se trouve que la force socialiste, le parti, alors il est en très mauvais état. Vous l'avez dit, parce qu'on plan social, c'est vrai que derrière, il y a aussi des dizaines de salariés qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Presque les 3/4 des salariés. Mais ça s'explique par une raison simple, c'est qu'on a réalisé notre pire score de toute notre histoire, puisque je rappelle qu'en 1993, c'était la pire défaite du Parti socialiste aux élections législatives. Un peu plus de 6%. On faisait 5 millions de voix. Aujourd'hui, aux législatives, on en fait 2 millions. Donc vous voyez, c'est quand même... C'est une hémorragie. C'est une hémorragie des électeurs, une hémorragie aussi militante, mais ça s'inscrit, on y viendra sûrement, dans une crise plus globale, la social-démocratie européenne qui va pas bien. Donc la question c'est comment on analyse ces deux défaites, la défaite à la présidentielle et la défaite aux législatives, quelles conclusions on en tire au regard des années qui viennent de s'écouler, pas seulement le quinquennat, même s'il faudra en parler, mais aussi la décennie qui vient de s'écouler en réalité, et qu'est-ce qu'on propose comme perspective. Ça, c'est tout le débat du Congrès. Je vous fais débattre, Jean-Pierre Sueur, Barbara Romagnan, évidemment, et Christophe Prochasson. Écoutez Rachid Temal, parce que c'est ce coordinateur. Il n'y a plus de premier secrétaire. C'est une direction collégiale. Alors, lui aussi est candidat au poste de premier secrétaire. Écoutez ce qu'il en dit. Il explique que, eh bien, il est en capacité de remobiliser, de remotiver les militants, les sympathisants. C'est pas ce que disent les sondages. Écoutez, regardez des images issues de la télévision du quotidien L'Opinion. Regardez. Moi, je pense aux militants que je vois à chaque fois que je vais dans les sections, dans les réunions fédérales. Et ce sont des militants qui sont toujours là, qui traquent. Et il y a je dois vous l'avouer, quelques arrivées. Oui, il y a des personnes qui décident d'adhérer en se disant « c'est ma famille politique, j'ai voté ou pas historiquement, je viens donner un coup de main parce que c'est à ce moment-là qu'il faut être là. Parce que notre famille est en difficulté et parce que c'est le Parti socialiste qui peut justement, pour les catégories moyennes, classe populaire, être le parti de la justice sociale, qui peut apporter. Quand vous regardez le paysage politique, aujourd'hui, il y a besoin d'une force politique de gauche à la fois responsable et porteuse d'espoir. Nous savons gérer, nous l'avons démontré au niveau du gouvernement. Benoît Hamon a fait un choix, très honnêtement, Benoît Hamon a fait le choix au Conseil régional de France de s'allier avec Europe Écologie Les Verts. Il est sur un positionnement, on va dire, plutôt qui tire plutôt vers Mélenchon. Voilà, chacun a son positionnement. Nous sommes en capacité de rassembler et de fédérer. Voilà, donc c'est une sorte de méthode Coué de Rachid Temal. Ça tracte encore sur le terrain, les militants sont là, les sympathisants sont là, et ça fait même sourire Emmanuel Morel. Jean-Pierre Sueur, parmi les candidats, cette galerie de portraits... C'est Rachid Temal qui me fait sourire. C'est Rachid Temal. Les militants, bien sûr, ils ont un rôle irremplaçable. Votre candidat, parmi ceux qui sont encore pas officiellement déclarés, mais dont on imagine qu'ils le seront, Stéphane Le Foll, Najat Vallaud-Belkacem, cette génération, ce renouvellement, Luc Carvounas... Vous savez, je les connais tous. Ce sont des amis, des personnes de qualité. Mais je crois que, comme disait Emmanuel à l'instant, c'est pas tellement comme ça qu'il faut que ça se pose, quoi. Il faut qu'on rebâtisse, reconstruise une force de gauche dans ce pays, parce que je crois que c'est nécessaire, et je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Je ne parle pas, je ne dis pas qu'ils sont comparables aux bovins, hein, parce que ça, ce serait très désagréable. Absolument. Mais je dis, écoute ce soir d'ailleurs. Ils nous écoutent, mais je dis qu'il faut d'abord parler de projet. On entend cette espèce de petite musique permanente. Il faudra beaucoup de temps. Et alors certains disent, j'ai entendu, qu'il fallait changer de génération. Oui, c'est pour ça que j'ai entendu parler de génération là ce dimanche. Génération.s. Alors, il y a plusieurs générations. Eh bien oui, chers amis, il y a des gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. On a toutes les générations. Et alors,
Et alors, moi, je ne vais pas choisir... Surtout les plus de 60 ans. Il ne l'a pas dit fort, Barbara Romagnan, mais les sections socialistes, c'est plutôt de l'âge. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. La question, c'est qu'est-ce que nous proposons? Et je veux vous dire très simplement qu'entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, il y a la place pour une force de gauche. Vous y croyez, Jean-Pierre Sueur, à ça? Complètement. Parce que c'est le débat qu'on a eu la semaine dernière à droite, ça a été constructif. Et je m'appuie sur l'histoire. Vous savez, le Parti socialiste, il existe depuis 1905, il a connu de grandes crises, comme là, il a fallu le reconstruire au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Et la question, moi, que je me pose, voyez-vous, je regarde ce que fait Emmanuel Macron avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a des choses auxquelles je souscris, d'autres auxquelles je ne souscris pas. Bon. Et je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas assez de signes vers la gauche. Je le dis franchement, puisqu'il avait dit Olivier Dussopt, c'était quand les signes et de vers la gauche et de droite. Olivier Dussopt, pour vous, c'est un signal à gauche? Écoutez, il a signé les tribunes avec Olivier Faure pendant la législative. Je ne crois pas. Je crois que la question que je me pose, et je finis, cher Arnaud Ardouin, je finis, c'est de savoir si c'est conforme à notre histoire, à la réalité, d'avoir dans ce pays un grand parti central où il y aurait les 2/3 ou les 3/4 des gens et où serait abolie en son sein cette distinction historique entre la droite et la gauche. Peut-être que ça marchera. Jean-Pierre Sueur. Ça a marché dans d'autres périodes, mais plutôt rares de l'histoire de France. Oui. Et moi, je pense quand même que le clivage entre la droite et la gauche est structurant. Et historique pour vous. Historique. Et que, naturellement, dans la gauche, il y a plusieurs maisons. Et je suis de celles qui assument la gauche de gouvernement. Et en même temps, garde l'idéal de la justice. Parce que voilà, c'est ce qui nous définit. La justice et le réalisme, pour faire que la justice ne soit pas seulement de l'incantation, mais que ça s'inscrive dans les faits. Barbara Romagnan, il y a des mots très durs d'Olivier Faure sur la création de votre mouvement. C'est ce qu'il dit sur BFM, Olivier Faure, qui est le président du groupe de la Nouvelle Gauche, qui dit mais en fait c'est un cadeau donné à Jean-Luc Mélenchon. Ce mouvement, il va attendre, et ce sont ses mots, que Génération.S crève. Qu'est-ce que vous lui répondez, Olivier Faure, quand vous dites moi je ne pense pas être capable de refonder ce socialisme de l'intérieur? Qu'est-ce que vous lui dites? Pour lui donner envie peut-être d'avoir des mots moins durs à l'égard du mouvement que vient de créer, enfin en tout cas le prolongement de M17-17 de Benoît Hamon. Bon, j'ai pas plus que ça envie de lui répondre. Je pense que le meilleur cadeau qui a été fait à Jean-Luc Mélenchon, c'est le bilan de ce quinquennat. Parce qu'on a eu un comportement tellement catastrophique, à la fois en ne respectant pas les engagements qui ont été pris. Si je reprends par exemple juste le pacte de responsabilité, quoi qu'on pense de son efficacité, de son opportunité, moi je constate qu'on avait dit aux Français que pour 20 milliards, on faisait on faisait 60 propositions. Et là, en une cérémonie de vœux, François Hollande nous propose une mesure dont on n'a jamais discuté, qui en plus n'a pas montré une efficacité considérable et qui coûte le double de l'ensemble du programme. A baissé voilà, ce qu'il y a, c'est que quand pendant 4 ans il a augmenté, il y a un moment, des fois, ça peut arriver qu'il baisse, en effet. Pour vous, donc, c'est pas lié aux mesures prises par François Hollande, puisqu'il y a sur son bilan politique aussi. En tout cas, ça a coûté quand même vraiment très cher. Parce que 41 milliards, ça fait quand même beaucoup pour un résultat qui est extrêmement limité. Et ce que je constate aussi, c'est que Jean-Pierre revendiquait la gauche de gouvernement. Moi aussi, moi j'ai fait 23 ans de Parti socialiste. Moi je me sens incroyablement... moi je suis social-démocrate, écologiste aussi. Mais je tiens à ce que quand on dit des choses aux gens, comme je suis démocrate, on respecte un minimum ce qu'on a. D'ailleurs, excusez-moi, ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce qu'on entend dans les sondages. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. C'est ce qu'on entend. Il me semble pas tout à fait. D'accord. Quant à revenir sur la question de la gauche de gouvernement, il me semble que si les socialistes ont mis du temps à accepter l'idée que la conquête du pouvoir pouvait être utile à la transformation de la société, il me semble que le problème maintenant, c'est qu'une fois qu'on a conquis le pouvoir, la seule politique consiste à le garder, y compris contre la société. Christophe Prochasson, pour revenir sur un point, parce qu'on est sur un débat de fond. J'entends Jean-Pierre Sueur qui dit, mais avec une forme de réflexion intérieure que doivent avoir des élus politiques. Pardon, excusez-moi, monsieur le directeur, oui, juste encore une fois. Vous l'appelez monsieur le directeur? Bon, très bien. Soyez simple. Vous l'appelez Christophe. Oui, moi je suis intéressée quand même. Jean-Pierre Sueur disait, il manque de la gauche, moi y compris, moi je n'ai rien vu. C'est-à-dire que sur la politique d'Emmanuel Macron, il y avait peut-être un peu dans le discours de la campagne présidentielle, mais c'est à la fois une politique libérale et très libérale et d'une efficacité, encore une fois, extrêmement
limitée pour l'instant. D'ailleurs, elle est un peu la poursuite de celle qui avait été commencée avant, sur les questions de travail, les questions économiques. Mais moi, je ne vois pas le libéralisme, y compris sur les autres questions. C'est en plus, une politique qui est de plus en plus autoritaire. Christophe Prochasson, permettez-moi de vous donner la parole. Je vous en prie. Des élus, des personnalités politiques, à gauche, au PS, ministres, sénateurs, députés, s'interrogent sur... Mais on est brouillé, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, je suis ni de gauche ni de droite, dit Emmanuel Macron, il a vidé le PS de sa substance et essaie évidemment de faire une forme d'OPA sur la droite. Il y a encore une droite et une gauche en France et les électeurs aujourd'hui ont aussi cette interrogation là qui les traverse selon vous? Je vais répondre un peu différemment à votre question si vous voulez bien. Essayer de comprendre pourquoi le Parti socialiste en est là. Jean-Pierre Sueur faisait allusion à l'histoire. Vous aviez le sentiment que c'était un point de vue très, très lointain, mais je crois que c'est très important de rappeler qu'au fond, le Parti socialiste est en train de payer la note de ce qui s'est passé dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 ? Eh bien, il faut rappeler, en 1981, la gauche arrive au pouvoir sur un malentendu, avec un programme qui était d'inspiration, disons, des années 30, avec des références presque physiques d'ailleurs pour Mitterrand au Front populaire, à la personne les nationalisations, Léon Blum, les nationalisations, à un moment même où, au fond, ce qu'on a appelé après le néolibéralisme était en train d'envahir la planète entière. Et on a bien vu à ce moment-là que les réponses économiques, je dis économiques, de la gauche ont conduit celle-ci à renverser complètement la vapeur et à pratiquer ce tournant de 1983 très rapidement, plus de 2 ans, qui, je ne porte pas de jugement, mais qui évidemment la conduisait à revoir de fond en comble la politique qu'elle avait annoncée. Ce moment, ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, il n'a jamais été assumé. Au point d'ailleurs qu'en 83, c'était assez intéressant quand on reprend les débats de l'époque, on considérait que c'était une parenthèse et que cette parenthèse, elle était ouverte et qu'elle allait être fermée et qu'on allait reprendre le chemin qui avait été ouvert le 10 mai, c'est-à-dire au fond d'un horizon qui était le socialisme. Emmanuel Morel faisait allusion. Mais pour certains, la gauche, c'est ce qui s'est passé entre 80 et 83. Oui, pour alors, beaucoup, je vais être bref, mais cet horizon du socialisme, l'idée qu'un jour nous sortirions du capitalisme, que l'Occident, même la terre entière, sortirait du capitalisme, elle était déjà bien amochée, passez-moi l'expression, depuis les années 70, mais évidemment, il y a eu un deuxième événement majeur dans l'histoire de la gauche et aussi du Parti socialiste, c'est 89, l'effondrement du mur de Berlin, qui a eu un impact considérable sur les cultures politiques de gauche. Il n'y avait plus d'horizon historique possible. Et tous ces événements, je pourrais en ajouter quelques autres, ont évidemment ébranlé le fond culturel de la culture politique de la gauche et du Parti socialiste aussi, sans que cette chose ait été pensée. Et il y a eu enfin 2 catastrophes d'une certaine façon qui ont empêché pour le Parti socialiste d'achever sa mue qui aurait été indispensable. Ce sont les 2 divines surprises qui ont été en 1997 l'élection, la dissolution et l'arrivée, le succès des socialistes au pouvoir, avec des bons résultats, trop vite, sans avoir eu le temps d'avoir été réfléchi. Et puis 2012, la victoire de François Hollande, aussi dans des conditions un peu inattendues et qui n'avaient pas permis. Donc vous nous dites ce soir, la gauche gagne souvent sur des malentendus. En 2012, c'était un peu attendu quand même. Attendu. Alors chacun son tour. Je veux parce que c'est un débat. En 2012. Il y a tout de même l'événement Strauss-Kahn qui bouleverse complètement le schéma. Rebat les cartes. Et François Hollande sort. Et que d'autre part, la victoire, elle se fait surtout, non pas sur une refonte doctrinale, mais sur fondamentalement de l'antisémitisme. Très court chacun pour qu'on puisse débattre. Jean-Pierre Sueur. Je partage tout à fait. On est parti de loin sur ce fait de malentendu finalement. Je partage tout à fait ce que dit Christophe Prochasson sur l'histoire. Moi j'étais député ici en 81. Et je n'opposerai pas 81 et 83 de cette manière. En 81, on a fait des choses extraordinaires. La décentralisation, l'abolition de la peine de mort, les lois Auroux, etc. Bon. Mais il y a eu la nécessité de faire un changement en 83. Et moi, la politique que je défends, c'est d'abord tout ce qui a été fait en 81, mais aussi cette nécessité. Donc vous assumez ce tournant écologique, j'assume. Et ce qui s'est passé en 2012,
c'est que finalement, il y a peut-être eu aussi un malentendu. François Hollande a été élu sur le thème « Mon adversaire, c'est l'argent ». C'est la finance. La finance. Ouais. La finance. Ce fameux 18 mois après, il y a eu un autre 83, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a eu le CICE, le pacte de responsabilité. On aide les entreprises. On a dit il y a un problème de compétitivité dans ce pays. Et c'est vrai. Alors on a peut-être fait ça de manière discutable. Qui fait monter les frondeurs. Le rapport Louis Gallois, à mon avis, aurait dû être l'acte 1, le premier jour de l'arrivée de Hollande. C'est pourquoi, donc c'est trop tard, chère Barbara, et je finis, je ne suis pas d'accord avec toi, sur l'effet Hollande. Il y a eu des erreurs de fait, mais aujourd'hui, l'embellie économique, elle est due pour une bonne part aux mesures qui ont été prises par François Hollande, et je pense que c'est juste de soutien aux entreprises. De le dire maintenant. Barbara Romagnan, Emmanuel Morel, je ne dis pas que tout était parfait. Hein. Il y a eu aussi des erreurs de fait. Répondez. On pourrait le dire longuement. Mais ça m'apparaît clair, et ça me conforte dans l'idée qu'il faut du réalisme au service de la justice. Voilà, les choses se dessinent ce soir sur le plateau. Pardon, mais moi j'ai un peu... D'abord en 2012, on avait quand même eu le temps de se préparer un petit peu. C'était peut-être pas exactement la même chose que 81, 83, même si on s'était préparé aussi. Ensuite, moi j'ai aussi un sujet sur la question du réalisme. Enfin, je veux dire, soit on se moque des gens quand on se présente aux élections, qu'on leur présente un programme. Il faut quand même pas exagérer. Le programme qu'on avait avec François Hollande n'était pas non plus. On vient de l'évoquer. Oui, il y a une rupture avec l'arrivée de ce pacte de responsabilité de CICE. Non, mais d'accord, mais donc on n'était pas démesurément ambitieux, et puis tout d'un coup on arrive au pouvoir et on se rend compte que mince, il faut prendre une mesure qui coûte 2 fois le coût de la totalité du programme pour rétablir la situation. Puis la réalité, puisqu'il faut être réaliste, la réalité, enfin moi j'aimerais bien savoir de quoi on parle. La réalité, c'est aussi un taux de chômage qui a augmenté de façon considérable. C'est des socialistes qui, pour 2 tiers d'entre eux, votent la déchéance de nationalité, pas sur un coup de tête après des attentats. Hein. Moi je suis contre, en tout cas, je resterai contre, et j'ai toujours été contre, et je ne l'aurais jamais voté, Barbara. Et je n'ai jamais dit que c'était ce que tu avais fait. Jamais. Mais en attendant, un certain nombre. En attendant, ça en dit long sur, je sais pas moi. C'est quoi, c'est un reniement idéologique? Comment vous voyez cette espèce soit c'est un reniement, soit c'est un, comment dire, un brouillage et un problème idéologique qui est quand même assez sérieux. Enfin, c'est quand même un sujet. Donc une recomposition politique. Excusez-moi. Non, mais c'est quand même une question. Pardon, on parlait parce que la gauche, c'est pas juste les questions économiques et sociales. C'est très important. Et c'est peu de dire qu'on a failli sur ça. Sur l'identité. Mais alors non, je ne crois pas, justement, parce que je crois que quand on sort les questions d'identité, c'est justement une façon de ne pas parler des questions économiques et sociales, mais l'émancipation, ça ne passe pas que par là. Et on a été mauvais sur toute la ligne, et en plus, avec un comportement, moi je pense vraiment scandaleux, c'est-à-dire qu'on prend des engagements qui ne coûtent pas un sou, que ce soit sur le cumul des mandats, sur les contrôles d'identité au faciès, le droit de vote des étrangers, plus cette mesure, mais vraiment honteuse, qui entache de façon extrêmement grave ce quinquennat sur la déchéance de nationalité. Emmanuel Morel, oui, grâce à la droite sénatoriale ou grâce au Sénat. Vous faisiez une moue quand Jean-Pierre Sueur s'exprimait. Vous, votre gauche, à vous, la majorité de la gauche à l'Assemblée nationale a voté pour. Non, mais moi, je faisais déjà... Vous êtes sur quelle ligne ce soir? Je faisais déjà une moue quand M. Prochasson, dont j'admire beaucoup les écrits, décrivait chaque victoire de la gauche depuis 81 comme une surprise. Donc, il dit, ou un malentendu. Je vous cite, divine surprise en 97, malentendu en 81, malentendu en 2012. Excusez-moi, mais ça, c'est une théorie. Mais une surprise et un malentendu, c'est une théorie qu'on entoure. On peut être surprise sans qu'il y ait une malentendu. Souvent, c'est ce que nous disent nos adversaires. C'est que la gauche n'aurait pour vocation de ne gagner que par malentendu. Moi, je ne crois pas. Je crois par défaut, donc. Je crois qu'à un moment, les forces sociales rencontrent une offre politique, celle de la gauche, et une offre de transformation sociale. Ça, c'est la première chose. Que vous n'êtes plus aujourd'hui en capacité de fédérer. Je termine. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je sais bien que 83, c'est une idée qui est reprise à l'envi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on regarde le premier septennat de François Mitterrand, par exemple, quand on regarde l'œuvre législative en bloc. Et franchement, des réformes incroyables qui vont modifier la société en profondeur. Absolument. Parce que tu as cité des réformes comme la décentralisation, mais pour le monde du travail. Pour les salariés et les chômeurs. Oui, mais quand le cinquième semestre que j'ai payé, la réduction du temps de travail, les minima sociaux, c'est-à-dire que les gens, à la fin d'un quinquennat, en l'occurrence un quinquennat, parce que ça s'arrêtait en 86, socialistes, ils ont vu la différence dans leurs conditions de vie matérielle. Donc pour vous, c'est des mesures de gauche, bien sûr, qui parlaient au peuple. Bah oui, et c'est notre mission historique. Partager les richesses, partager les pouvoirs, partager les savoirs. Enfin, ça, c'est la base. Et ça n'est absolument pas contradictoire avec le réalisme. On entend pragmatisme, réalisme, l'économie, aider les entreprises. On entend ça. Je finis là-dessus. Emmanuel Morel, excusez-moi, je vous interromps. Juste un point. C'est pas là-dessus que la gauche a gagné le 10 mai 81. Elle a gagné
sur le programme de rupture avec le capitalisme en son Oui, mais justement, je vais vous répondre. Alors, si vous non, mais je vous rappelle ça. Alors après, il y a tout ce que vous dites qui est très important, et j'ai un sujet à vous montrer qui était quand même très décalé par rapport à je finis 2 points. D'abord, sur cette question. La question du capitalisme et de l'économie. Le socialisme doit renouer aujourd'hui avec son analyse critique du capitalisme, évidemment. Ce que fait Benoît Hamon, d'ailleurs, on va en parler. Mais il n'y a pas que Benoît Hamon, ce que font la plupart des socialistes qui analysent. La différence, c'est qu'il y a une dynamique du capitalisme financier transnational qui parfois a tendance à tétaniser une partie des socialistes qui se disent mais qu'est-ce qu'on va faire face à cette force. Mais l'idée pour vous c'est quoi? C'est de le réguler ce capitalisme, de se donner la possibilité de... Très parce que c'est... Moi je vais reprendre une distinction jospinienne. Jospin disait, il avait totalement raison, il y a l'économie de marché, il y a la société de marché. Eh bien en tant que socialiste, notre rôle c'est de contraindre la société de marché, c'est-à-dire de faire en sorte que l'argent ne soit pas à la mesure de toute chose et que la marchandisation ne touche pas tous les domaines de la vie, à commencer par l'intime. Et je finis sur juste un point sur le quinquennat de Hollande. Mon cher Jean-Pierre... Comment vous le baptisez vous ce quinquennat? Décevant, d'accord. À bien des égards, et parfois même, surtout les 2 dernières années, Manuel Valls calamiteux. Mais tu te dis social-démocrate. Une vraie réforme social-démocrate, si on fait le CICE, c'est qu'en échange, on donne des contreparties aux salariés. Le débat avait eu lieu ici. Précisément, le problème du pacte de responsabilité, c'est qu'on a donné de l'argent aux entreprises sans aucune contrepartie pour le monde du travail. Et c'est pour ça, les gens l'ont ressenti comme quelque chose de déséquilibré. En tout cas, les 40 frondeurs qui, à l'Assemblée nationale, ont fait comprendre... Il n'y a pas que les frondeurs, tout ça, c'est surtout les gens. D'accord. D'ailleurs, ils nous l'ont fait sentir à la fin, qu'ils avaient trouvé que cette politique était déséquilibrée. Donc la vérité, c'est que moi, je ne suis pas contre. Mais ils ont quand même voté pour Emmanuel Macron, ce qui est assez paradoxal. Mais ça, c'est encore une chose. Si je peux me permettre. Il y a surtout beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Mais ils vont chez Macron. Non, Mélenchon aussi. Mélenchon aussi. Donc Jean-Pierre Sueur, autorisez-moi, regardez ce sujet. C'est très simple, ça s'est passé au Mans. Je regarde avec passion le sujet. Mais avec passion, et on va tous le regarder très religieusement. Ça s'est passé au Mans, évidemment. Religieusement. Je ne sais pas. En tout cas, Benoît Hamon, entouré de cadres, mais aussi de personnalités du monde de l'écologie, notamment Cécile Duflot, a lancé son Génération.S. Regardez le programme, évidemment, de Benoît Hamon, qui a décidé de marcher seul, pour reprendre le titre d'un film bien célèbre, Barbara Romagnan. Regardez. Il dit avoir beaucoup appris de sa défaite aux dernières élections présidentielles. Avec Génération, Benoît Hamon se voit déjà en leader de la gauche. Il entend devenir la première force de progrès en France. Moi, je crois cela non seulement très encourageant, mais surtout très exaltant et très enthousiasmant, que de voir à quelle vitesse aujourd'hui nous avons été capables de constituer collectivement un mouvement politique qui a vocation à occuper une place centrale dans la gauche française, représentant à la fois l'écologie politique, la tradition socialiste, citoyenne, républicaine, mais une place centrale dans le paysage politique français. Pour rassembler, Benoît Hamon veut discuter avec toute la gauche. Le député communiste Sébastien Jumel, les socialistes avec Luc Carvounas ont répondu à l'invitation. Les écologistes Cécile Duflot et Noël Mamère sont même montés sur scène. Pour l'ancien député vert, l'union des gauches sonne comme une évidence. Ce mouvement a pour vocation de rassembler ceux qui dans la gauche a compris le projet de l'écologie et les écologistes qui ont enfin compris qu'ils ne peuvent pas changer le monde tout seuls. Donc c'est le début de quelque chose. Ça sera peut-être plus long qu'on le croit, mais il me semble qu'ici, au Mans, il y a le ferment de cette reconstruction. Du côté de la France insoumise, les discussions sont ouvertes, même si le parti de Jean-Luc Mélenchon demande une clarification sur la question européenne. On accueille positivement le fait que, on va dire, le camp de ceux qui défendent des idées de progrès social, d'écologie, de partage des richesses s'élargit. Donc c'est une bonne nouvelle pour ces idées-là. Le mouvement de Benoît Hamon, lancé le 1er juillet, revendique plus de 550 comités locaux et plus de 42 000 adhérents. Barbara Romagnan, c'est intéressant parce qu'il y a une revendication de 42 000 adhérents, c'est-à-dire de personnes qui... En fait, ce n'est pas des adhérents pour l'instant. Des gens qui sont inscrits sur Internet, enfin comment vous les définissez d'ailleurs? Il y en a qui font des dons, etc., qui s'y reconnaissent. Concrètement, c'est un mouvement où il n'y aura pas possibilité de double appartenance, si j'ai bien compris, parce que le PS a clairement dit, attendez, il n'est pas possible à la fois d'être dans la double appartenance, à la fois un pied au PS, puis un autre à Génération.S. C'est quoi l'objectif? C'est de réfléchir à une base programmatique ou c'est déjà penser à l'après, avoir des candidats, se lancer dans des élections, conquérir des mairies? Quel est l'esprit de ce mouvement?
Je pense que c'est d'abord essayer de... Ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas le faire ailleurs, chez les écologistes, ou que les socialistes ne cherchent pas eux-mêmes à se renouveler, mais c'est l'idée que, en tout cas dans les organisations dans lesquelles on est, on a l'impression qu'on ne peut plus le faire. De même que je pense que c'est une façon aussi, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais que des gens qui en ont marre des partis tels qu'ils sont, qu'ils ne s'y reconnaissent pas, le simple fait de créer quelque chose de nouveau, je ne dis pas que c'est suffisant, mais peut donner l'impression que justement on peut participer, peut-être participer d'une autre manière. Moi je n'avais pas l'intention de quitter le Parti Socialiste, je partage beaucoup des choses qu'a dit Emmanuel. Et pourtant vous l'avez quitté ce parti. Absolument, pendant 23 ans, vous avez cheminé avec ce parti. Mais j'aurais aussi pu le quitter beaucoup plus tôt, mais moi aussi j'essayais je pense qu'il faut que les gens essayent de se renouveler là où ils se sentent à l'aise, là où ils sont, et que ça ne dit rien de... même Benoît, quand il parle de notre mouvement, il dit voilà, c'est une poutre pour refaire la maison commune. Ça ne veut pas dire que tout doit se faire forcément là autour. Et moi, si je suis partie, c'est parce que dans mes fondamentaux, il y a aussi la question des libertés, et que j'ai considéré que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, le fait que aucun socialiste à l'Assemblée, en tout cas, n'a voté contre cette loi dont Emmanuel Macron avait dit que c'était la sortie de l'état d'urgence, alors que c'est l'intégration de l'état d'urgence dans la loi commune. Et moi, je trouve ça incroyablement grave quand les socialistes se sont refondés. Peut-être tu y étais peut-être déjà, dans les années 70, la question des libertés était une question essentielle autour de Robert Badinter et de François Mitterrand aussi. Jean-Pierre Sueur, juste ce chiffre, regardez, c'est très simple, vous allez répondre, c'est la situation des Français qui regardent le PS. C'est un sondage Odoxa extrêmement récent, il va vous intéresser. 74% des Français et 60% des sympathisants de gauche pronostiquent la disparition du Parti Socialiste. Ce qui veut dire peut-être que le pari de Benoît Hamon est un pari intéressant, puisqu'il refonde, il rassemble, il redynamise, il revitalise. Non, mais je voulais dire à Barbara, par rapport à la liberté, au Sénat, on n'a pas voté cette loi. C'est vrai. D'autre part, la déchéance de nationalité, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Moi, j'ai toujours été contre, et on était nombreux à être contre, ça n'a pas été voté. Je ne voulais pas voter cela, c'était impossible. Bon, maintenant, sur la question économique, c'est autre chose. J'ai écouté Emmanuel. Sans te vexer ni te caricaturer. J'avais un petit peu l'impression... De toute façon, je sais me défendre. Tu sais te défendre. Oui, il va vous répondre, si tu veux. J'avais l'impression d'entendre les débats d'il y a, en effet, 20 ou 30 ans. Ça te rajeunit. Non, mais ça me rajeunit, j'en suis ravi. Mais être contre le capitalisme, mais bien sûr. Maintenant, vous êtes contre le capitalisme, Jean-Pierre Sueur? Je comprends pas. Non, moi je suis... Éclairons un peu les... je suis pour que dans une société ouverte, une société d'entreprise, une société où on favorise la création d'entreprises, l'accès à l'entreprise, une société d'aujourd'hui, on fasse en sorte que le marché, il joue tout son rôle. En même temps, Michel Rocard a dit le marché est myope. Il est indispensable, mais il est myope. On fasse en sorte qu'il y ait une maîtrise du cours des choses, qu'il y ait... Donc une régulation. Une régulation, bien sûr que oui. C'est ce qui nous rassemble finalement. Visiblement pas. Et à cet égard, moi je ne suis pas d'accord sur ce qui a été fait par exemple par nos amis qui étaient frondeurs, chère Barbara. Oui, qu'on y revient sur ces frondeurs. Non, mais ça a fait énormément de tort. On a entendu très fort ceux qui étaient opposés, qui voulaient voter des motions de censure, etc., contre le gouvernement failli passer, d'ailleurs, de François Hollande. Et moi, j'ai regretté cela, parce qu'il y a eu des mesures courageuses de prise, et pas seulement dans ce domaine. Donc, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a tué le PS, ce sont les frondeurs. Ce sont les frondeurs qui ont mis par terre le Parti socialiste. Non, pas seulement, mais ils ont contribué. Moi, j'ai toujours soutenu ce qu'a fait, par exemple, Christiane Taubira. Ça fait partie de ce gouvernement. Non, mais on ne peut pas dire... C'est sur l'économie que ça buguait, comme on dit. Sur l'économie, moi je me reconnais complètement dans le rapport Gallois, dans le CICE. On a sans doute eu tort, en effet. De ne pas avoir les contreparties. D'abord, la question des contreparties c'est trop tard, existe, oui. Mais aussi le fait que ça se soit appliqué aux banques, à un certain nombre de grandes surfaces. Qui ont créé des effets alors que dans d'autres cas, c'était parfaitement... Non, mais j'accepte tout ce Christophe Prochasson, allez-y, parce que vous ne parlerez pas sinon. Oui, et Barbara Romagnan. Alors j'arrête. Oui, parce que regardez, avec plaisir. Et Barbara Romagnan reparlera juste derrière, parce que c'est un débat. C'est ça qui est passionnant. Sur le socialisme, et Emmanuel Morel aussi. Puisqu'on se pose la question de l'avenir du socialisme et du Parti socialiste. Mais de sa matrice idéologique, là, on est vraiment au cœur, là.
Oui. La question du capitalisme est assez intéressante parce que, au fond, le socialisme s'est d'abord constitué dans la nuit des temps comme la critique du capitalisme. Mais ce que disait Emmanuel Morel tout à l'heure est intéressant. C'est-à-dire que, selon la déclaration de principe de 2008, d'ailleurs, cher Emmanuel Morel, l'économie de marché est acceptée par les socialistes. C'est dans le texte, en tout cas, oui. Oui. Économie de marché avec des régulations. Oui, mais vous voyez, faisiez allusion à la déclaration de Lionel Jospin qui opposait l'économie de marché à la société de marché, ce qui signifiait dans son esprit, me semble-t-il, qu'il acceptait l'économie de marché. Et je crois que le problème du capitalisme n'est plus un problème pour les socialistes qui acceptent. Ils l'ont dépassé, comme on dit. D'une certaine façon. Non, mais c'est acceptent le capitalisme comme une espèce de structure élémentaire de nos sociétés, mais évidemment, lui impose un certain nombre de régulations. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, le programme du Parti socialiste et l'avenir de ce programme soit, comme il l'était dans les années du socialisme jeune homme, comme on le dit, d'autant Jaurès, et même d'ailleurs au-delà, même dans les années 70, comme au congrès d'Épinay, comme une critique fondamentale du capitalisme qui doit être dépassée dans un nouveau stade historique socialiste. Moi, je crois que ce langage-là ne fonctionne plus. Peut-être faut-il le réanimer, mais c'est un peu le programme dans lequel on n'arrive pas, enfin, comment dirais-je, la discussion dans laquelle la gauche n'arrive pas à se constituer. C'est là où c'est compliqué. Est-ce qu'elle doit réanimer cette critique fondamentale du capitalisme en disant que l'avenir est dans la sortie du capitalisme. Un autre monde est possible. Attendez, chacun son tour. Barbara Romagnan, juste deux choses. Et vous allez répondre, Emmanuel Morel, parce qu'on vous êtes interpellé sur la question de la France insoumise. Je le relis. Je repose cette question. Ils ont un discours identique, la France insoumise. On peut inventer un autre monde, vous le dites. L'écologie, les enjeux climatiques, les réfugiés climatiques. Quelle est votre place entre la France insoumise et ceux qui disent aujourd'hui nous sommes des pragmatiques dans un monde moderne et nous allons nous adapter? Quelle est votre place entre ces deux pôles-là, vous, Génération.S? Moi, je me sens aussi social-démocrate. Et je n'ai pas besoin de faire beaucoup de théorie. Il y a un truc un peu simple, il me semble, c'est que on se dit il y a des rapports de force qui sont déséquilibrés dans la société. Et donc, nous, notre rôle, notamment quand on est au pouvoir, c'est essayer de renforcer un peu ceux qui sont les plus fragiles. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas de travail, soit parce qu'ils en ont un, mais qu'ils n'ont que leur force de travail. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait quand on était au pouvoir? On n'a pas rééquilibré, on a donné encore plus de force et plus de moyens à ceux qui étaient les plus forts. Donc, je ne vois pas en quoi on est social-démocrate. On fait une loi travail, au-delà même du contenu de cette loi, que je ne dis pas qu'il n'y avait rien de bien, mais enfin, quand même, on a remis en cause des choses essentielles. Je rappelle que quand on est passé d'un taux de chômage de 12% à 8% de 97 à 2002, le droit du travail n'était pas aussi assoupli comme on dit que maintenant. C'est pas en assouplissant qu'on faisait cette chômage. Mais on n'a plus rien. La structure, la crise économique a changé un tout petit peu. Cette comparaison me semble. Je ne veux pas prendre parti, moi, dans votre débat. Non, vous êtes neutre, mais en tout cas, oui. Mais il me semble que la séquence. En effet, mais en tout cas, je constate, excusez-moi. Vous faites une comparaison historique. Oui, je fais crise de 2008, crise financière mondiale. En attendant, je constate. Emmanuel Morel. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Bien sûr, allez-y. Attendez, je constate qu'on n'a pas arrêté, que le seul moment où le chômage a baissé, c'est pendant que cette politique-là a été menée. Sans assouplir le marché du travail. Depuis, on ne fait que faire des baisses qu'on appelle charges, qui sont quand même aussi un peu des cotisations sociales, et on ne peut pas dire qu'on ait amélioré la situation. Donc moi, je ne comprends pas. On n'a fait que rééquilibrer, on a équilibré, on a renforcé les plus forts, on n'a pas du tout armé, donné les moyens à ceux qui est notre vocation. C'est Emmanuel Macron qui a attiré des électeurs dans son filet et qui est devenu président en expliquant qu'il fallait être pragmatique, qu'il fallait aussi s'adapter aux nouvelles formes de la société, ou c'est Jean-Luc Mélenchon qui, avec ce discours radical, est en train d'attirer les électeurs. Comment vous vous situez, vous, par rapport à ces deux pôles? Parce que Emmanuel Macron a attiré les électeurs. J'aime me situer par rapport à ce que dit M. Prochass. Ah bon, voilà, vous voyez, j'étais sûr que personne ne répondrait à ma question. Non, mais j'y viendrai si vous voulez. Allez-y. Mais je reformule ce que j'ai dit parce que vous m'avez bien compris. Moi, je pense qu'il n'y a pas de socialisme sans critique du système économique et de l'idéologie dominante qui le promeut. Charge sociale, ça c'est l'idéologie dominante. Cotisation sociale, oui, ça c'est quand on est de gauche. D'accord. Voilà. Mais ça reste totalement d'actualité. Vous parliez de la crise de 2008, mais ça c'est un exemple intéressant parce que jamais le système n'est apparu aussi invivable pour les gens, aussi charriant des inégalités aussi incroyables. Et puis on le voit aujourd'hui avec les désastres écologiques. Donc le paradoxe quand même du moment, et ça je suis sûr que vous me le concéderez, c'est que on voit un système qui est morbide
par bien des aspects, avec une pulsion de mort. Jospin, je le reprends, disait, le capitalisme, c'est une force qui va, mais qui ne sait pas où elle va. C'est exactement ça. Et dans bien des domaines, elle est une force de destruction. Donc jamais on a eu autant besoin de logique de coopération, de règles. Donc rejoignez Génération.s, puisqu'il invente un monde nouveau avec un revenu universel. J'ai pas besoin de rejoindre Génération.s, je suis au Parti Socialiste. Ah oui, c'est ça. Or ça, c'est ce que dit le Parti Socialiste, en tout cas, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser de dire. Et de faire. Et a fortiori de faire, ça c'est vrai que notre problème. Non, mais vous dites un peu pareil que Benoît Hamon. Après, je sais pas si ça. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup. Non, mais c'est intéressant. J'ai beaucoup d'amis et de camarades valeureux qui sont dans ce mouvement. Donc, je suis pas là pour en dire du mal. Je partage pas la démarche, on va dire, stratégique. Ah, d'accord. Mais parce que moi, je continue à considérer que le Parti socialiste peut être un outil au service de mon idéal. Donc, vous voyez, c'est le débat de ce soir, à l'intérieur ou à l'extérieur. Jean-Pierre Sueur, regardez. C'est sûrement les deux, puisqu'on contribue à Emmanuel Morel, de génération en génération. On a un jeune militant MJS, c'est intéressant parce qu'il s'est inscrit sur notre site lcp.fr, évidemment flairant ce débat passionnant. De Gironde. Il est avec nous, il s'appelle Yann. Vous vous situez où, puisqu'on parlait des générations qui ont 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, finalement vivant dans la même famille, le Parti Socialiste. Vous êtes, vous, sur quelle ligne ce soir? Est-ce que vous dites, par rapport au capitalisme, il faut vraiment une rupture nette, radicale, en réfléchissant au revenu universel, à la question de l'écologie, à la question du travail? Mais la rupture avec le capitalisme ne se résume pas au revenu universel, quand même. Autant qu'on peut très bien rester dans le régime capitaliste avec le revenu universel. Certains libéraux sont très favorables. Ils sont très bien. Eh bien, je retire revenu universel. Yann, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes. Donc déjà, bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Je vous ai écouté bien attentivement et je partage l'idée que le Parti Socialiste a encore des choses à dire, qu'il faut rebâtir sur un projet clair, réaliste, de protection des plus faibles et de rupture avec le néolibéralisme, ce que nous n'avons pas fait malheureusement pendant 5 ans. Pour cette reconstruction, je voulais aussi vous demander si vous êtes d'accord avec moi sur quelques éléments. Premièrement, que la politique du gouvernement n'est absolument pas de gauche, qu'elle isole nos concitoyens, broie les solidarités et aggrave les inégalités, comme en témoigne le projet de budget, les annonces sur l'avenir de l'université, la baisse des APL. Deuxièmement, qu'il y a une urgence sociale, ce dont vous n'avez pas encore parlé, je pense que ça viendra ce soir. J'espère. Notre avenir, en particulier pour ma génération, est de plus en plus incertain. L'accès aux études, l'accès au logement, et en particulier dans des villes comme Bordeaux et Paris et bien d'autres, est de plus en plus difficile. Et troisièmement, j'aimerais vous demander si vous faites encore ce constat, ce postulat qui a fait vivre et permis à la gauche de faire des avancées sociales dans notre pays, que la gauche ne peut gagner que quand elle est unie. Et donc, quand vous me demandiez sur quelle ligne je me positionnais, moi, mes idées sont très claires, en opposition à Emmanuel Macron, résolument tourné vers un projet de société écologiste et résolument tourné vers un avenir socialiste et qui appliquerait le programme de 2012 tel qu'il a été écrit. Merci. Et juste avant de nous avec quitter, une dimension écologiste en plus. Vous allez prendre peut-être votre adhésion au mouvement Génération.s, parce que c'est exactement ce que dit Benoît Hamon. Non, non, mais c'est une petite boutade que je vous fais parce qu'il y a quand même des éléments très communs avec ce que dit Benoît Hamon. Vous voulez enroler tout le monde dans le Benoît. Ben, je sais pas, moi j'essaie de savoir. Peut-être il faudrait que vous adhériez. J'adhère, bien sûr, bien sûr. Pas de carte. Bien sûr. Et Yann m'a pas répondu, vous êtes resté un peu bouche bée. Concrètement, Yann, c'était une demi-boutade, mais il y a des éléments très communs dans ce que vous évoquez sur la transformation de notre société. C'est de l'intérieur que vous allez faire bouger les lignes. On peut, notre famille politique, moi je suis pour la discussion, je discute avec des gens, des camarades qui sont partis à Génération. Moi je n'ai pas fait ce choix-là, je continue à penser que le Parti Socialiste, il y a encore des choses à dire et à faire. J'y suis engagé. Il va y avoir un congrès dans lequel on va discuter, mais Monsieur Sueur parlait de social-démocrate. Je le vois davantage comme un social-libéral qui a accepté le marché, cette Union européenne-là, qui ne veut pas revenir et qui veut seulement des accompagnements à la marge. C'est dans les pas les statuts, mais c'est dans le texte. Vous êtes un social-libéral. C'est une forme d'insulte, en quelque sorte. Non, je suis vraiment... Associer les deux mots, c'est presque... Écoutez, je suis vraiment très fâché que l'on puisse considérer que... Et vous répondez à notre internaute, là. Je lui réponds que la social-démocratie soit la même chose que le social-libéralisme. Moi, je ne suis pas libéral.
au sens où... On l'a beaucoup entendu, Jean-Pierre Sueur. Non, mais bon, être libéral, c'est quoi? C'est croire que la régulation spontanée du marché produit le bien commun. Il faut laisser faire le marché, il n'y a plus besoin de politique, le marché résout tout. Ça, c'est le libéralisme. Et bon, l'ultralibéralisme... Ou le néolibéralisme. Ou le néolibéralisme, c'est ça. Moi, je suis socialiste, ok? C'est-à-dire que je pense, toutefois, que le socialisme d'aujourd'hui, il est dans une société de marché. C'est pas parce qu'il y a un marché qu'on est libéral. Simplement, on est socialiste quand on veut que ce marché ne définisse pas tout, bien au contraire, mais qu'il soit régulé, orienté, et nous sommes assez d'accord là-dessus. Mais c'est quand même un peu encore autre chose. C'est compliqué, c'est un grand écart entre Macron et Mélenchon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ceux qui pensent cela, ce que nous partageons quand même? En fait, ce qu'a dit depuis très longtemps Pierre Mendès France. Moi, c'est la référence la plus forte que l'on puisse faire à gauche, Pierre Mendès France, parce qu'il avait un vrai idéal de gauche et un sens aigu du réalisme économique. C'est pas contradictoire, c'est la nécessité du succès. Ça a été montré par Jospin et par bien d'autres, y compris par une bonne partie de ce qui a été fait par François Hollande. Mais, je constate qu'aujourd'hui, vous avez un morceau qui va à Génération. Bon, je laisse de côté Jean-Luc Mélenchon au sens où c'est la question posée, Non, mais l'union de la gauche jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon présente des choses très radicales par rapport à ce que d'autres peuvent penser. Bien, mais il y a Jean-Luc Mélenchon, Génération, donc c'est nouveau. Benoît Hamon, beaucoup de gens qui pensent ce que nous venons de dire ici, et toi, Barbara, là-dedans. Il y a ceux qui sont dans le Parti socialiste, et j'ai même ajouté quelque chose. Il y a les écologistes, mais il y a ceux qui sont à gauche, mais chez Emmanuel Macron. Mais Arnaud Ardouin, dans En Marche, il y a quand même beaucoup d'anciens socialistes que je vois à l'Assemblée, au Sénat, et qui ont gardé le cœur à gauche. Alors la question que je me pose, c'est la vraie question. Est-ce qu'on va laisser prospérer 4, 5, 6 morceaux? Vous savez, c'est la question. La gauche en miettes. Et moi, c'est une vraie question. Et pour vous reconstruire, c'est impossible. Il y a des gens qui pensent des choses que nous disons aussi, ici, dans ces 3 sphères. Et c'est pourquoi la question fondamentale reste celle de l'unité. Le Parti socialiste, il a vécu avec des gens divers, et il y avait des capacités justement de se rassembler. Mais Barbara Romagnon a quitté le PS après 23 ans, donc elle vous dit, moi j'ai plus rien à voir avec vous. Mais non, moi j'ai beaucoup à voir avec elle. Vous avez beaucoup à voir ensemble, d'accord. Mais bien sûr. Donc, tout ça est très feutré et sympathique. Emmanuel, on est capable d'être ensemble dans une organisation qui a des tendances différentes. Un mot sur l'union de la gauche. Qui dit bas. Mais simplement, l'émiettement, moi je le dis ici, en tant qu'homme de gauche très attaché à la gauche et au socialisme, l'émiettement, d'accord, tout le monde le partage. Vous voulez entendre Benoît Hamon, c'est très court, et vous réagissez juste après. Moi je l'entends souvent, Benoît Hamon. Vous l'entendez souvent, vous allez réécouter une nouvelle fois. Écoutez, c'est très court. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, je dis qu'il y a des étapes importantes. Est-ce que l'étape européenne en est une, viendront les municipales notamment ensuite. de l'affaire avec Mélenchon. Est-ce qu'on peut travailler avec Jean-Luc Mélenchon? Oui, on peut travailler avec Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. On peut travailler avec les insoumis. C'est une question qui se posera effectivement, le rassemblement de la gauche. Moi, je reste un militant. Et je souhaite être un architecte de ce rassemblement-là. Mais dans ce clair-obscur dont je parlais tout à l'heure, il faut poser des actes forts. Nouveau morceau. Barbara Romagnon, sans vous poser la même question, mais le débat autour de Jean-Luc Mélenchon, on a vu la complexité de pouvoir travailler pendant la campagne présidentielle. On voit cette personne qui était celui qui coordonnait sa campagne, ce conseiller politique, qui interrogeait dans le sujet, était un peu embarrassé, on sent qu'il est venu par pure diplomatie. C'est compliqué parce que c'est Jean-Luc Mélenchon, dans les sondages, dans l'esprit des Français, qui incarne cette espèce de gauche d'opposition à Emmanuel Macron. Comment vous faites là ? Pour vous unir ou pour vous développer? Non, mais je pense que pour faire une union, parce que y compris quand on était déjà à l'Assemblée nationale, enfin il en reste quelques-uns mais plus beaucoup, pour faire une union, il ne s'agit pas juste de dire aux gens mais vous devez voter comme moi. On construit une union et on avait fait des propositions. Et ce sur quoi les gens se sont prononcés. Et donc, on ne peut pas dire il faut être unis et en même temps, finalement, une fois qu'on est élu, tout en ayant peut-être le cœur à gauche, mais c'est gentil et c'est important d'avoir le cœur à gauche. Mais après, je ne parle pas pour toi, mais après, il faut que ça se traduise dans les politiques qu'on mène. Parce qu'on dit j'ai le cœur à gauche, il faut être unis, voter comme moi, mais en même temps, on fait des propositions et des lois qui vont à l'encontre justement de la gauche et de ce dans quoi les gens se retrouvaient. Mais est-ce que vous êtes traversé comme Jean-Pierre Sueur avec les idéaux que vous portez sur cette idée que Emmanuel Macron aurait gommé comme ça, alors qu'il y a des députés de gauche, des députés de droite, il a rien gommé. Regardez ce que ça a gommé. Ça gomme la dignité. Regardez ce qui s'est passé avec Olivier Dussopt. Enfin, vraiment, moi, ça me fait mal au cœur.
Je me dis, mais moi je le connais bien, Hugues, mais quelle dignité, qu'est-ce qui lui reste? 3 jours avant, il vote contre un budget. Contre le budget, oui. Et alors après, il rentre au gouvernement. Enfin, c'est quand même. Est-ce que vous êtes, vous, traversé par ce débat à la fois qui vient du cœur sur Olivier Dussopt, qui franchit le Rubicon, qui va devenir en charge des questions liées à la fonction publique? Est-ce que vous vous dites, il y a encore une droite, il y a encore une gauche? Est-ce que moi j'incarne une centralité, ou est-ce que c'est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon qui est aujourd'hui l'opposant numéro 1 à gauche d'Emmanuel Macron? Aujourd'hui, c'est bien lui, mais ça ne veut pas dire que ça doit le rester. Comment vous faites là, dans le débat qui nous anime, sur des problématiques de fond d'ailleurs? Je pense qu'on ne doit pas poser le débat en termes de part de marché. C'est-à-dire, une élection, c'est une élection. Oui, non, mais il y a Macron d'un côté. Oui, mais ça, Macron le fait très bien. Il y a Macron d'un côté, Mélenchon de l'autre, puis on va trouver notre espace parce qu'il y a une part de marché. Je ne crois pas qu'il faille poser la question comme ça. La question, c'est celle de l'utilité historique et de la potentielle dynamique qu'on peut créer. Ça, quand vous présentez une élection, il y a quand même cette réflexion que vous allez amener. La deuxième chose, Emmanuel Macron joue de cette ambiguïté en disant je suis ni de droite ni de gauche. Mais depuis la vérité, le début, pour répondre à votre internaute, la vérité c'est que la politique qu'il mène est une politique de droite. Il n'y a rien aujourd'hui dans ce qui a été fait, notamment sur les questions économiques et sociales, qui ressort de ce qu'on pourrait appeler une politique de gauche, même traditionnelle. Ni sur le traitement des étrangers. Donc ça, après, il dit est-ce qu'il y a une urgence sociale? Oui. Évidemment, il y a une urgence sociale. Et chez les jeunes notamment, puisqu'il en parle. Et la jeunesse est singulièrement concernée par cette urgence, et ce ne sont pas les mesures du gouvernement Macron qui vont régler le problème, bien au contraire. On a retenu la baisse symbolique de l'APL, mais ça en dit long quand même sur l'idée qui se fait aujourd'hui des conditions de vie de la jeunesse étudiante et de la jeunesse tout court. Il explique qu'il veut réformer. Et dernière chose. Briser finalement des choses. C'est la troisième question de votre internaute. Moi, je suis Christophe Prochasson. Et bien sûr, oui, je suis très. On répond toujours. Ça, c'est vrai que. Mais c'était ma question tout à l'heure. Non, mais vous avez raison. D'abord, l'émiettement est toujours préjudiciable. Et oui. Et c'est toujours compliqué à comprendre intellectuellement de créer un nouveau mouvement en disant c'est pour rassembler. Ça, c'est vrai, mais je laisse cette contradiction à ceux qui aujourd'hui la portent. Mais en revanche, que le rassemblement de la gauche doit être notre talisman ou même notre viatique, ça évidemment, mais toute la gauche, rien de ce qui est à gauche. Parce que Yannick Jadot, il dit je vais construire une petite maison moi aussi. Voilà. Jadot, par exemple, il dit mais moi je pense qu'il ne faut pas construire des petites maisons juxtaposées. J'aimerais qu'on construise une grande maison commune. Christophe Prochasson. Ça prend du temps, mais c'est possible. Pour conclure, on aura un tour de table rapide, mais quand même, sur ce que vous entendez ce soir, on parle d'émiettement, mais on crée des mouvements. Il n'y a pas un leadership, il n'y a pas une fondation, c'est compliqué quand même. On a un peu le sentiment, c'est ce que c'est, de mon point de vue, que la gauche est un moment de décomposition, mais elle en a connu d'autres. L'histoire longue, on l'évoquait tout à l'heure, depuis la fin du XIXe siècle, est faite de décomposition et de recomposition. Et si on prend un peu de hauteur, je crois que il faut poser les questions en ces termes. Cela dit, pour ce qui concerne l'avenir, moi je ne suis pas Madame Soleil, donc l'avenir de ce qui va se passer, ou de Monsieur Soleil peut-être, avec Hamon, je vois bien que souvent les scissions de ce type-là dans l'histoire du Parti socialiste affaiblissent. N'ont débouché sur pas grand-chose. Je veux dire, la dernière étant celle peut-être de Chevènement, avec le mouvement des... Celle de Mélenchon. Celle de Mélenchon. Ou celle de Mélenchon. Reste à voir l'avenir de celle de Mélenchon, qui repose beaucoup sur sa personnalité. Oui. Espèce de charisme. Il y ait derrière Mélenchon une réforme idéologique aussi grande qu'on l'imagine. On voit bien que dans le programme de Mélenchon, au fond, c'est un retour à cette période que vous aimez tant, l'une et l'autre, des années 80, avec des recettes qui n'ont pas véritablement marché dans cette séquence politique. 30 secondes chacun. Jean-Pierre ça marche drôlement bien. Emmanuel Macron, dans son discours sur finalement cette forme de réformisme très rocardienne qui vous est chère, est-ce que vous êtes dit, je pose la question... Non mais il faut arrêter de dire que c'est rocardien, pardon. Vous n'êtes pas d'accord? Je crois que vous êtes dit, est-ce qu'Emmanuel Macron, pour moi, qui m'intéresse quand même, malgré le fait que je reste socialiste? On lit la dernière interview de Michel Rocard, on lui a demandé ce qu'il pensait d'Emmanuel Macron, il a dit qu'il avait des qualités, qu'il lui manquait peut-être une expérience sociale et une perspective sociale. Mais tout le monde peut s'améliorer. Ce que je constate, c'est par rapport à ceux comme moi qui ont dit, dans mon groupe au Sénat, a priori, on ne se met pas dans l'opposition. On va voir au cas par cas. Donc constructif. Non, mais on va voir au cas par cas, mais ne soyons pas sectaires. Non, mais je constate, moi je ne veux pas l'être. Je constate qu'il y a peu
de signe est occasion de voter quand on est de gauche aujourd'hui. Donc un peu déçu finalement. Je voudrais, mais non, mais je pense qu'il peut. Enfin voilà, je dis ça parce que je le pense comme ça. Et si vous me donnez encore une demi-phrase, notre interlocuteur de tout à l'heure a dit quelque chose de très juste, et je voulais lui rendre cela. Pour ce qui est des budgets de l'université, la situation de vie des étudiants aujourd'hui, c'est dégradé. On est en dessous de la main et il y a beaucoup à faire. Barbara Romagnan. Et si on peut entendre cela, enfin, il avait raison de le dire. Opposante numéro 1 à Emmanuel Macron pour conclure ce débat, parce qu'il y a la reconstruction, puis il y a aussi la manière dont vous testez sa politique en 20 secondes. J'ai pas cette prétention et je comprends ce que peuvent dire les autres, c'est-à-dire qu'on dit qu'on veut l'union et en même temps on crée autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui justifiait l'existence des différentes organisations politiques, tout ça a bougé. Avant, les écologistes portaient l'écologie, d'autres la portent maintenant. Les socialistes ne portent plus la question sociale, ni même la question des libertés. Ça ne veut pas dire que certains ne peuvent pas le faire. Et donc c'est normal aussi qu'à un moment, peut-être, on ne se sente plus à sa place dans cet endroit, et moi je le regrette et j'en suis triste, mais du coup on essaye de créer d'autres lieux parce qu'on pense aussi que d'autres gens du coup pourront s'y reconnaître. Emmanuel Morel, parce que le Parti Socialiste est aussi repoussoir. Vous avez dit même pas 5 secondes, premier secrétaire ou pas, cette ambition-là, vous la portez? 5 secondes, Monsieur Prochasson faisait avec ironie allusion à notre dilection pour les années 80. Moi je suis attaché à toutes les années où la gauche a fait de grandes réformes pour la France. 36, 81, 97. Voilà, on est reparti dans l'histoire. Non, je ne suis pas nostalgique, mais quand on est responsable politique, on regarde un peu en arrière pour voir ce que nos ancêtres ont fait de grand. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion sur ce plateau. Voilà, c'est le mot de la fin d'Emmanuel Morel. Christophe Prochasson, vous n'aurez pas. C'est pas mal comme bien sûr. Mais c'est un usage de l'histoire. Mais oui, qu'on pourrait discuter. De l'EHESS, merci de venir sur ce plateau. Merci à Jean-Pierre Sueur, vous êtes sénateur socialiste du Loiret. Merci à Barbara Romagnan, vous êtes aux côtés de Benoît Hamon dans ce mouvement, jeune mouvement, et de plein d'autres, 42 000, Génération.s. Merci à Emmanuel Morel, vous êtes député européen socialiste et vous voulez refonder de l'intérieur, peut-être candidat à ce poste de premier secrétaire. Demain, et je remercie Yann, notre sentinelle, qui évidemment a été avec nous tout au long de cette émission, demain on s'intéresse au budget rectificatif, mais on s'intéressera, vous savez, à ces 10 milliards de dividendes que vont devoir payer les très grosses entreprises. On va y revenir parce que c'est l'occasion évidemment de reparler du débat de ce soir, de la politique économique d'Emmanuel Macron. Je serai là, bonne soirée et à demain. Droit de suite, c'est dans un instant. La séance est ouverte. En exclusivité sur LCP. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Vous preniez le risque immense de reproduire les erreurs du passé. L'ensemble du gouvernement a parfaitement conscience de l'ampleur de la tâche. Vous allez appauvrir plus de la moitié des retraités de France. Redonner des moyens à nos services publics et rattraper nos retards. C'est dans le dialogue que nous trouverons des solutions. Vivez en direct et en intégralité les questions des députés au gouvernement, tous les mardis et mercredis à 15h.